Qu'est-ce que tu penses de la possibilité? Enfin non, ce n'est pas une possibilité. À ton avis, pourquoi diable? La Fédération de Russie, c'est la question, ce n'est pas exactement la mienne, mais c'est celle qu'on entend le plus, peut-être de la part de nos abonnés en général. Pourquoi la Russie ne répond-elle pas? Et où va se situer cette ligne rouge? C'est-à-dire, tu dis, s'ils utilisent finalement l'espace aérien de la Roumanie, mais de façon plus active. Ce n'est plus seulement qu'ils vont faire le plein, mais qu'ils partent directement de là-bas, qu'ils y entrent directement. C'est comme si la Roumanie ou n'importe quel autre pays de l'OTAN devenait en quelque sorte une partie de l'Ukraine, non? Au moment de participer à ce conflit. Mais penses-tu alors que la Fédération de Russie attaquera? Et je répète, ce n'est pas la question à 1 million. Pourquoi la Fédération de Russie? Pourquoi n'a-t-elle pas encore attaqué et pourquoi garde-t-elle cet atout dans sa manche? Ou bien n'a-t-elle vraiment pas l'intention d'attaquer et fait-elle simplement semblant? Ton avis? Parce qu'ici, chacun a le sien. Pour l'instant, je pense qu'elle se concentre simplement sur l'anéantissement de l'armée ukrainienne. Et non, il y a une idée, disons, de détruire l'Ukraine, toute son infrastructure, mais beaucoup de points sont laissés intacts. Nous l'avons déjà dit l'autre fois, non? Les ponts, le système ferroviaire. Donc, la Russie ne veut pas toucher à ces points, du moins pour l'instant, parce que ce n'est pas une guerre totale. La Russie l'a déjà dit à de nombreuses reprises, et je pense que c'est là la clé, qu'elle ne veut pas détruire la nation ukrainienne, elle ne veut pas détruire l'Ukraine, elle n'a rien contre le peuple ukrainien. C'est le régime pro-nazi, présidé par un juif. Malgré tout, c'est ça le problème, non? Peu importe ce que c'est, non? La bactérie que certains pays ont cultivée en Ukraine passe sous la forme de ce régime totalement carnivore parce qu'il est en train de se dévorer lui-même en réalité. C'est ce que la Russie veut éliminer. Donc, il ne s'agit pas de la Russie. Elle n'a jamais cherché la guerre. La Russie a négocié en réalité de 2013 à 2022. La Russie a retiré ses troupes parce que ça, j'adore qu'on le vende comme une grande victoire ukrainienne. Eh bien, la Russie était aux portes de Kiev et maintenant, c'est la Russie qui s'est retirée. Elle s'est retirée car elle allait signer un accord, mais finalement, ils les ont abandonnés. Un accord aussi en 2014 a été signé, puis Merkel, toute joyeuse, disait « Ha ha ha, nous les avons trompés, nous voulions gagner du temps ». Donc, la Russie ne cherche pas la guerre totale, elle ne fait pas la guerre totale. C'est pourquoi il n'y a pas eu d'attaque nucléaire, bien que ce soit la solution la plus rapide et simple. Non, c'est comme la blague, non. Certains enseignent, non. Au Japon, après 2 attaques nucléaires, regarde comme il est prospère aujourd'hui. D'accord, il faut agir. Il faut attaquer l'Ukraine avec des armes nucléaires pour qu'elle prospère dans 80 ou 90 ans. Moi, je ne comprends pas la logique de ces gens quand ils parlent de ça. Alors, je pense que la clé est là, non? On peut dire d'une certaine manière que c'est une position qu'on peut considérer comme naïve, non? Et on peut considérer cela comme une position de faiblesse, mais en réalité, c'est la position la plus humanitaire parmi celles que nous avons vues de la part des grandes puissances. Parce que ce qu'ont pratiqué les États-Unis, les Anglo-Saxons et l'OTAN en général, certains pays participant plus ou moins, où ont-ils apporté du bien-être? Où ont-ils créé quelque chose de solidement établi aujourd'hui? Les Balkans, ils sont en train de se battre. Toujours potentiellement la Libye, bon sang. L'Irak, les pauvres essaient encore de se remettre. Ils détestent tous ces gens. L'Afghanistan, où les talibans sont revenus après 20 ans. Et il semble que les talibans, en plus, après tout ça, aient tiré des leçons et se soient dit « Bon, ça suffit, toutes ces violences. Essayons de construire un pays parce que ça ne peut plus continuer comme ça. » Donc, dans ce sens, la Syrie est aussi un autre cas impliquant les Occidentaux. Donc, je pense que la position, je comprends qu'on ne comprenne pas la position russe, mais il faut aussi la voir du point de vue humanitaire. On a répété à maintes reprises que c'est un peuple frère, que c'est en réalité le même peuple, qu'il y a tant de liens, n'est-ce pas? La littérature ukrainienne, les personnages de l'histoire ukrainienne sont les personnages de l'histoire russe, de la littérature russe, Taras Shevchenko, etc., Gogol. C'est que voyez-vous, tout cela fait partie de la même chose. Alors, ils veulent briser cela, mais la Russie refuse de le faire.
Et je crois que c'est une position qui, à long terme, même si on le comprend souvent mal, est la bonne. Parce que s'il y a bien quelque chose qu'on fait ici, c'est penser à long terme, non? En Occident, on aime beaucoup ça, non? Les trucs du genre, Poutine s'est trompé, il a échoué, je ne sais pas quoi, je ne sais pas combien. Ensuite, ça arrive plus tôt. 3, 4, 5 ans, 10, et à la fin, on finit par lui donner raison. Et moi, dans ce cas, même si ça fait mal, parce qu'il s'agit de vies humaines qui sont perdues, mais c'est, disons, parmi tous les scénarios possibles, avec la position des Occidentaux, on veille sûrement encore à ce que beaucoup plus de vies ne soient pas perdues. Un exemple clair, c'est Israël avec Gaza, par exemple, de la façon dont une élection est menée. La guerre de nettoyage ethnique et la Russie, qu'on accuse de la même chose, eh bien non, car en beaucoup plus de temps, elle n'a même pas fait la moitié, ni même le tiers de ce qu'Israël a fait là-bas. Et alors, la deuxième question que j'allais te poser, par rapport à cela, je crois qu'elle est plus ou moins déjà répondue. Parce qu'il y a des gens qui disent que si la Russie avait agi de manière plus ferme contre l'OTAN, même avec des attaques de démonstration, eh bien ce conflit soit n'aurait pas commencé, parce que s'il l'avait fait en 2014, eh bien c'est un peu comme faire partie de l'imaginaire du genre si ma grand-mère avait des roues, ce serait une bicyclette. Mais malgré tout, je dois te poser la question parce que, bon, maintenant, nous sommes en train de théoriser un peu sur ce que la Russie devrait faire, sur ce qu'elle ne devrait pas faire et où ce conflit peut mener. Penses-tu que le fait de prendre autant soin de la population ukrainienne est une bonne chose ou une erreur? Et je vais m'expliquer parce qu'en partie, il y a beaucoup de gens, même ici en Russie et surtout, je dirais ici en Russie, qui à un moment donné disaient, eh bien, nous sommes un peuple frère, etc. Certains disaient dès le début que nous n'avons rien à voir, pas dans le sens ethnique, que nous soyons des peuples similaires ou que nous ayons des langues similaires, mais du point de vue que ce peuple que nous avons maintenant en face de nous et contre lequel on mène actuellement une action. Eh bien, pas contre le peuple, mais contre le régime de Kiev. L'opération militaire spéciale est menée. Ce peuple n'a déjà plus rien à voir avec nous parce que, surtout dans la partie occidentale de l'Ukraine, ils détestent tout ce qui est russe. Ils ont renié tout ce qui est russe. S'ils étaient arrivés en Russie, ils auraient probablement mené une épuration ethnique, comme même les Israéliens à Gaza n'en avaient jamais rêvé. Alors, en Russie et aussi en dehors de la Russie, y a-t-il une opinion de ce genre? Considérer ce conflit comme un conflit entre peuples frères est peut-être déjà une erreur, car il sera difficile qu'ils puissent redevenir des peuples frères avant de très nombreuses années. Et maintenant, l'Ukraine n'agit certainement pas comme s'il s'agissait vraiment de peuples frères, et elle n'a pas non plus agi ainsi envers le Donbass. Alors, penses-tu qu'il faille considérer cette guerre comme un affrontement entre peuples frères? Et faire autant attention à l'Ukraine, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Eh bien, beaucoup l'interprètent incorrectement comme une sorte de faiblesse. Ce n'est pas la faiblesse de la Russie car c'est une puissance nucléaire. Nous savons bien que la Russie n'est pas plus faible que l'Ukraine ni incapable de se défendre. Je veux dire que peut-être l'approche aurait dû être différente et cela se serait terminé plus rapidement. Eh bien, en ce qui concerne la grand-mère à vélo, moi, je préfère celle qui dit que si la grand-mère avait des couilles, ce serait le grand-père. Mais moi, franchement, et là, je ne parle pas seulement de ça, avec le recul, on est tous très malins, mais je pense bien sûr que la Russie aurait dû intervenir en 2014, il le fallait. Ce n'est même plus lié au Covid. Si elle n'avait pas été si faible, la Russie aurait au moins dû faire demander l'aide de la Fédération de Russie pour intervenir. Si cela avait sûrement provoqué plusieurs milliers de morts, etc., etc., mais cela aurait été bien moins que ce que c'est maintenant. Ce qui s'est passé, c'est que la Russie s'est laissée aller, elle a été naïve, elle a cru en l'Occident, en la parole, au respect de ce genre de choses. Non. C'est comme quand la Russie, en 2000-2008, était aux portes de Tbilissi et n'est pas entrée justement à cause de ces choses. Non, c'est un pays indépendant, un peuple proche, avec une histoire, etc., etc. Alors, il y a des choses qui ne se font pas, certaines limites qu'on ne franchit pas au sein de la famille. Les Occidentaux n'ont pas ces limites car ce n'est pas leur famille. Parce que ce n'est pas leur famille. Les Occidentaux se fichent de l'Ukraine, se fichent de Kiev, se fichent de la Laure, du monastère, l'un des lieux sacrés, non, pour les chrétiens orthodoxes.
Boris Johnson est ravi de s'enrichir avec cette guerre parce qu'il s'enrichit avec cette guerre. Il est ravi que la Russie s'implique dans ses affaires et soit là, mais pour la Russie, c'est différent. Qu'une attaque nucléaire tactique au début de la guerre aurait peut-être pu mettre fin à tout cela, c'est possible, mais nous n'en sommes plus là. La Russie, à mon avis, n'a jamais envisagé cela pour les raisons que j'ai évoquées, notamment l'histoire commune. Est-ce que c'est une erreur ou pas? Eh bien, nous verrons comment tout cela se termine, non? Peut-être que c'était une erreur, peut-être que ça ne l'est pas, non. Comme les États-Unis disent que, eh bien, bombarder le Japon, non? Et Hiroshima et Nagasaki, eh bien, ça a sauvé beaucoup de vies américaines, les Japonais. Ça leur est égal, non? Alors, la Russie aurait tué je ne sais combien d'Ukrainiens, mais elle aurait sauvé des virus. Oui, mais le problème, c'est que la Russie ne fait pas de différence entre les virus et Ukrainiennes. Tout comme la Russie, les Russes ne se réjouissent pas, n'est-ce pas? Comme les Ukrainiens, non? Il y a un an, un requin a mangé un touriste russe en Égypte et les Ukrainiens sur les réseaux sociaux s'en réjouissaient. C'était quoi cette folie? C'est que la Russie n'est pas comme ça. Ça, d'une part. D'autre part, le peuple ukrainien n'est pas cette Galicie ukrainienne. Ils veulent imposer ce modèle, mais c'est vrai que Kiev n'est pas comme ça, Odessa non plus. Et ça, je ne crois vraiment pas que tant d'unité ait été perdue entre les deux peuples. Parce qu'avec les Tchétchènes, qui sont beaucoup plus différents, il y a maintenant une excellente relation, malgré la guerre qu'il y a eu. Pour la guerre qu'il y a eu, une guerre religieuse, ethnique, avec des massacres sans pareil, etc., etc. Entre Russes et Ukrainiens, cela ne s'est pas produit. De plus, les meilleurs combattants ukrainiens sont russophones, n'est-ce pas? Parce qu'ils comprennent les choses différemment. Ceux qui sont partis à l'étranger, qui se sont enfuis les premiers, ce sont ceux de l'ouest de l'Ukraine, n'est-ce pas? En plus, la Galicie ukrainienne, vous pouvez le lire, faisait partie en grande majorité de l'Empire austro-hongrois. C'est-à-dire que historiquement, cela n'a rien à voir avec la Russie. Ils détestaient les Russes, mais ils auraient dû encore plus haïr les Austro-Hongrois, car ils étaient vus comme des citoyens de 5e ou 6e classe. C'était le territoire le moins développé, le plus abandonné de tout l'Empire austro-hongrois. Et vous pouvez, enfin, vous n'êtes pas obligé de me croire, vous pouvez lire n'importe quel livre. Un livre, par exemple, Un pont sur la Drina, d'Ivo Andrić, qui explique parfaitement, à un moment donné, comment un soldat rutène ukrainien, comment il est considéré comme appartenant à la classe la plus basse, et quand il échoue, pour une petite broutille, l'homme se suicide, n'est-ce pas? Parce qu'en étant de la 6e, 7e classe, ce que le livre explique assez bien, et en ayant un peu progressé puis échoué, sa vie s'effondre. Et il y a plein d'exemples comme celui-ci. On peut regarder, je ne sais pas, vous pouvez regarder des cartes du développement ferroviaire, etc., etc., etc. En fait, il y a beaucoup de choses qui se mélangent, non? Alors, je pourrais en parler très longuement parce qu'en plus, j'aime beaucoup l'histoire et celui qui connaît l'histoire peut finalement mieux comprendre le présent. Donc, c'est pour ça que je ne pense pas que la relation soit aussi brisée. Ça, c'est d'un côté. Et d'un autre côté, la Russie a pris soin des Ukrainiens autant qu'elle a pu. Il y a des millions d'Ukrainiens qui vivent en Russie, beaucoup d'entre eux, et ils vivent très bien. Ce sont des citoyens comme les autres. Les Ukrainiens dans l'Union européenne ont été bien accueillis à certains endroits et on les a aidés, mais ils ne se sentent pas comme les autres. Il y a plein de témoignages à ce sujet sur les réseaux sociaux. Ils n'arrêtent pas de le dire, qu'ils ne sont pas comme les autres, et d'ailleurs eux-mêmes parfois se comportent d'une manière qui ne l'est pas non plus. Je le répète, ce n'est pas la faute exclusive des Européens ou d'un groupe particulier. Mais ils ne se sentent pas chez eux. En Russie, oui, ils se sentent chez eux. Et c'est une différence fondamentale qui finira tôt ou tard par se faire remarquer. Les mêmes Ukrainiens se plaignent dans de nombreux endroits que la langue de travail des médecins ukrainiens est le russe. Que 80% des élèves, voire 85% des élèves ukrainiens, surtout dans la région de Kiev et ses environs, utilisent le russe. Ils parlent ukrainien en classe, mais passent vite au russe dès que possible.
c'est peut-être aussi lié à la production culturelle. Personne ne les a empêchés en 30 ans de produire de la culture. En ukrainien, il n'y en a pas, il n'y en a pas eu, il n'y en a pas, ça n'a pas marché. Non, ce n'est pas la faute des Russes, ce n'est certainement pas le cas. S'ils veulent utiliser cela, ils sont libres de le faire. Les Autrichiens utilisent l'allemand et je ne vois aucun problème à cela. Alors, honnêtement, je pense qu'à long terme, cela n'a peut-être pas été la meilleure stratégie. Mais bien sûr, cela a été bien plus proche d'être une bonne stratégie que d'être une très mauvaise stratégie. C'est mon avis, bien sûr. Les avis que je donne ne sont pas forcément ceux que j'applique à moi-même, n'est-ce pas? Il faut toujours le préciser.